Bonjour à tous, vous m'entendez là? Vous m'entendez bien? Bon, bonjour à tous, je suis content d'être là, ravi de revoir, Hugo et puis d'autres personnes, que j'apprécie énormément sur votre ville, Lyon. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années. Je commence à vieillir, ça fait 30 ans que je fais de la pédopsie et avec 2 dadas, j'ai 2 centres d'intérêt, le TDAH et le TSA. Oui, je disais que j'avais 2 centres d'intérêt, spécifiques, le TDAH et le TSA depuis 30 ans et alors je sais pas pourquoi j'ai fait ça depuis 30 ans. Il y a peut-être des raisons que je maîtrise pas et maintenant j'ai un peu compris pourquoi et donc le sujet d'aujourd'hui s'y prête, pleinement. Oui, comme l'a annoncé Hugo, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que depuis hier, j'ai appris qu'en fait, j'étais responsable du centre, ressources TBH de la région de PACA. Vous pouvez me féliciter. J'avais pas de trucs assez de trucs à faire. Donc du coup, comme vous l'avez compris, j'étais aussi responsable du CRA pendant longtemps, de Marseille et donc je connais bien les 2 trous et donc la question m'intéresse, d'autant plus. Donc on va commencer alors, en fait, je remplace, le professeur, Yann, Lestrade qui m'a lâché clairement, et donc je vais faire, 2 interventions l'une après l'autre avec peut-être une petite pause. On va voir comment sont les choses. On va parler, de quelque chose qui me semble essentiel, c'est vraiment faire la avant de parler de l'ADHD ou du TSA plus, TDAH, de bien faire la différence entre les 2. Il me semble que c'est très, très, très important et ensuite on parlera de la comorbidité justement. Alors, avant de commencer, je voulais savoir à qui je parle. Donc, les pédopsychiatres, levez la main. Ils viennent jamais à ce genre de conf, enfin. Ouais, ouais. Merci d'être là, amis pédopsychiatres. Des psychologues? Ouais, c'est plutôt sérieux. Des pédiatres? Vous les avez pas invités, les pédiatres? Bon. Des éducateurs? D'accord. Des infirmiers? Des psychomotes? Orthophonistes? OK. J'en ai oublié. Des cadres de santé? Pardon? Des pères et des gens concernés, soi-même ou par les enfants? Ouais, d'accord et puis il y a tous ceux qui ne le savent pas. Alors, je vais commencer quand si là, je vous ai repris un petit rappel des signes cliniques du TDAH et du TSA et quand on regarde les signes cliniques, c'est les grands groupes de symptômes du DSM, on se dit: «Mais finalement, ça a pas trop de rapport cette histoire, hein». Donc on a les troubles de l'attention avec, ou sans hyperactivité qui concernent, Étienne l'a dit, 5-6 de la population et d'un autre côté les TSA, les troubles de la communication et les comportements intérêts restreints et répétitifs. On se dit: «Mais finalement, franchement, ça a aucun rapport». On est d'accord? Et en fait, effectivement, c'est un peu mon expérience parce que moi je fais ça depuis 30 ans, donc j'ai ma bande de copains pédopsie TDAH dans le réseau français et j'ai la bande de copains TSA et forcément, c'est pas forcément les mêmes, en fait, d'accord? Donc pourquoi maintenant on s'intéresse à cette comorbidité et à ces questions de diagnostic différentiel? Parce qu'en fait, sur le plan clinique, bon, on a quand même pas mal donc je vous ai fait un code couleur, hein. TDAH, c'est orange et TSA, c'est bleu, d'accord? En fait, sur le plan clinique, il y a pas mal de TDAH et de jeunes que je vois en consultation qui viennent pas pour le TDAH, mais qui viennent pour les difficultés sociales, OK? Et qui viennent aussi parfois pour, des rituels, des comportements un peu bizarres, voire des petites stimulations, des mouvements, répétitifs et en fait, c'est des TDAH, OK? Et puis de l'autre côté, il y a des TSA qui viennent me voir en consultation pour non pas pour des difficultés relationnelles ou d'interaction sociale, mais ils viennent me voir pour des difficultés attentionnelles. Donc là, ça se complique, OK? Ils viennent me voir
avec des TSA caractérisés. Ils viennent me voir parce qu'ils ont un problème d'attention, parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, parce qu'ils hyper focus ou ils ont, une agitation motrice, voire une certaine impulsivité. Et alors là, ça commence à être compliqué, d'accord? Et c'est vraiment le sujet dont je vais parler aujourd'hui. Finalement, quand on reçoit un TDAH qui a des difficultés d'interaction sociale, de quoi ça relève? Est-ce que c'est la conséquence du TDAH ou est-ce que ça relève d'un TSA caractérisé? À l'inverse, chez un TSA qui vient me voir pour des difficultés attentionnelles, est-ce que les difficultés attentionnelles relèvent du TSA ou est-ce qu'elles relèvent d'un vrai TDAH? Et c'est une histoire qui est pas simple du tout, d'accord? Et c'est des demandes, très, très importantes. C'est très, très, très fréquent. Les TDAH, la plupart des jeunes TDAH que je suis, donc depuis de nombreuses années, je vais arrêter de me vieillir, ils souffrent énormément des difficultés d'interaction sociale, d'accord? Et donc le sujet, c'est si on s'arrête aux symptômes, on a vite fait de faire, et de poser, le double diagnostic et de dire: «Bon, mais il a des troubles des interactions sociales, il a des comportements un petit peu bizarres, TSA». À l'inverse, on peut dire: «Bon, mais voilà, s'il a un TSA avec s'il a du mal à se concentrer, normalement le TSA, s'il a pas de difficulté pour se concentrer, c'est un TDAH associé». Mais les choses ne sont pas si simples du tout parce que bon nombre de difficultés d'interaction sociale chez les TDAH sont liées au TDAH et bon nombre de difficultés aussi attentionnelles chez le TSA sont liées au TSA. Vous me suivez? Bon, je vous ai pas perdu encore, ça va? Voilà, donc pourquoi faire la différence? Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ça suscite et on le voit malheureusement beaucoup, beaucoup d'erreurs diagnostiques et ça a des conséquences, fâcheuses et très importantes au niveau de la prise en charge. Imaginez un TDAH diagnostiqué pour un TSA, il va pas bénéficier de la prise en charge adéquate et il va pas pouvoir bénéficier du traitement de la pharmacothérapie qui, quand même, est très utile, même si encore on est un petit peu, phobique, en France sur cette question-là. Et à l'inverse, des TSA diagnostiqués TDAH, ben il va avoir une prise en charge qui va pas être adaptée. OK? On va passer à côté de toute la question des interactions sociales, des habiletés sociales et cetera. Donc pour faire la différence entre les 2 et c'est ce que je vais, développer avec vous et c'est ce que je fais dans ma clinique quotidienne, je dépasse complètement les symptômes et je m'intéresse beaucoup plus au fonctionnement sous-jacent. Pour comprendre les symptômes et le TDAH, on pourrait faire une course sur le TDAH. L'hyperactivité motrice, les difficultés attentionnelles, c'est du transdiagnostic à tous les coups. Tous les troubles psychopathologiques, on a des difficultés attentionnelles. Dans le trouble anxieux, dans la dépression, on a de l'attention perturbée dans tous les troubles. Donc si on s'arrête aux symptômes, on n'y va pas clair. Par contre, si on veut aller plus loin, il faut regarder les fonctionnements derrière, comment les gens fonctionnent. Et ça, j'ai appris ça au Canada. C'est Laurent Motron qui me disait: «Si tu veux comprendre le TSA, demande comment passe la journée avec lui, demande-lui comment ça fonctionne dans sa tête» et c'est ce que j'ai fait et je le fais tout le temps et ça permet de bien, bien comprendre les fonctionnements. Donc toujours, au plus près des usagers, bien évidemment. Donc pour faire vraiment la différence, moi je m'intéresse bien sûr aux fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, vous savez ce que c'est? C'est tout ce qui vous a permis, bah, de vous organiser pour arriver à l'heure aujourd'hui, de savoir à quelle heure il fallait vous lever, si vous prenez petit déj ou pas, quel, moyen de transport, il y avait, un embouteillage, vous avez pris une autre route, donc vous avez fait preuve de flexibilité. Donc toutes ces fonctions, la planification, l'inhibition, la flexibilité, l'attention sélective, l'attention soutenue, la mémoire de travail, c'est toutes ces fonctions-là qu'on nomme fonctions exécutives. Et donc, pour regarder un petit peu, est-ce qu'à ce niveau, on peut trouver des différences entre TDAH et TSA? Alors, j'ai fait un petit peu j'ai vachement travaillé pour cette présentation, hein. Franchement, j'ai beaucoup travaillé. Et si on regarde la littérature, alors, quand on regarde la littérature, c'est ça qui est compliqué, plus on lit de choses, plus les choses se compliquent. Donc parfois, il vaut mieux rester de très, très macro et dire, TSA, TDAH, un peu comme on faisait pour névrose, psychose. Tu vas dans un panier ou tu vas dans l'autre, bon et
Il y a quelques travaux de la littérature qui donnent quand même des grandes tendances, même si on ne peut pas non plus, faire des raccourcis trop rapides. Donc dans cette revue de littérature là, qui date de 2006, je crois, j'ai pas mes lunettes, de Craig, il y a 26 études qui quand même dissocient les choses et de manière macro, si vous voulez. Le TDAH, c'est vraiment un problème d'inhibition, un problème d'impulsivité et d'inhibition, et ça, c'est quand même une tendance générale beaucoup plus, propre quand même au TDAH, même si on peut avoir des TDAH qui sont touchés par ça. Mais de manière très macro, retenez que, si on regarde toutes les études, il y a quand même une tendance, forte pour inhibition TDAH, déficit d'inhibition TDAH, et à l'inverse, et on va voir que c'est pas toujours le cas pour le TSA, on est sur la question quand même de la flexibilité qui est beaucoup plus touchée, hein, que dans le TDAH, pardon. Au niveau attentionnel, pareil, ça dépend des tests, ça dépend de beaucoup de choses, et on n'arrive pas trop à avoir de différence, en tout cas dans cette revue de littérature. Attention et mémoire de travail, pas trop de différence, et planification, c'était plus touché dans le TSA, dans ces études-là. Dans l'étude suivante, qui est notre revue, on retrouve la même question, c'est-à-dire que la même idée que l'inhibition est beaucoup plus touchée dans le TDAH, et à l'inverse, on retrouve plus de problèmes de rigidité, de flexibilité cognitive dysfonctionnelle, chez le TSA, ainsi qu'au niveau de la planification. Mais on retrouve quand même, il faut être honnête et avoir, cette rigueur scientifique, 25 des études qui retrouvent aucune différence entre les 2 troubles. OK? Et une autre revue, plus, de 58 études avec, 8 000 sujets, ça commence à faire, hein, ça commence à être un peu sérieux. Et là, si on s'arrête, si on regarde, c'est que des tests neuropsycho, là, dans cette, dans cette revue de littérature, aucune différence. Aucune différence au niveau des fonctions exé, avec quelques petites différences qui restent ponctuelles, c'est les capacités visuospatiales pour le TSA, hein, quand on connaît leur manière de traiter l'information. Les TDAH qui, de manière assez contre-intuitive, ont plus de difficultés de vitesse de traitement que, que les TSA, ont une meilleure vitesse de traitement, pardon, et pas de différence au niveau de la planification. Donc vous voyez, les choses ne sont pas si simples. C'est pour ça que la littérature, à la rigueur, il ne faut pas la lire parce que ça complexifie les choses. Et enfin, une dernière étude qui montre, et c'est assez intéressant, qui montre que finalement, une étude dans cette étude-là, c'était que des tests neuropsycho, et dans la suivante, on a fait test neuropsycho et questionnaire. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Aucune différence avec les tests neuropsycho. D'accord? En revanche, avec la brief, on retrouve quelques difficultés. C'est des questionnaires auto et hétéro. Et on retrouve quelques difficultés plus marquées grâce à ce questionnaire qui est la brief, toujours avec cette même tendance, inhibition d'un côté, flexibilité de l'autre. Donc, pour résumer, ah, même si les choses, il ne faut pas être non plus trop binaire, trop caricatural, mais ce qu'on retrouve quand même, c'est du côté TDAH, beaucoup plus de difficultés, d'inhibition, d'impulsivité, d'attention soutenue, mais attention, le TSA peut avoir beaucoup plus de difficultés attentionnelles, mais pas liées au même mécanisme. Un TSA qui a des difficultés attentionnelles, c'est souvent lié à ses intérêts restreints, souvent lié à sa sensorialité. Mais c'est pas la même difficulté qu'un TDAH peut connaître en termes d'attention soutenue. TDAH, c'est, moi j'aime bien prendre l'exemple, vous savez que dans l'anxiété généralisée, on parle vous connaissez le pansouillard, le hamster pansouillard, dans sa roue qui tourne, qui rumine, hein, de Serge Marquis, un Canadien. L'anxieux, il rumine, il a les pensées comme ça, et le TDAH, il y a le hamster dans la roue, mais qui est sorti de la roue et qui cherche la roue partout. Donc ça fait une pensée en flipper. Tout, 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 tout. Il est pas en train de ruminer. C'est une petite stratégie que j'ai pour faire la différence entre un trouble anxieux généralisé et un TDAH. Donc c'est pas du tout encore les mêmes mécanismes. Au niveau d'attention attention sélective, les TDAH, contrairement à ce qu'on pense, ils ont pas tant de difficultés que ça, globalement. Planification, c'est pareil, c'est pas les mêmes mécanismes, et au niveau de la perception du temps, on est en train au labo, au CRPN, de travailler là-dessus, et on n'a pas les mêmes stratégies également derrière la perception du temps. Les TDAH ont une perception du temps très élastique, hein. On n'a pas
Mais les 2 sont en rapport au temps un peu particulier, mais encore une fois, c'est pas les mêmes mécanismes. Donc pour retenir, je ne sais pas si j'ai été clair, globalement, voilà un petit peu, ce que nous dit la littérature, même si, bah, après chaque cas reste particulier. Mais si vous avez un TSA qui a énormément de difficultés d'inhibition, d'impulsivité, une attention soutenue très, très problématique et une flexibilité correcte, peut-être que c'est pas un TSA. D'accord? À l'inverse, un TDAH qui a qu'un problème de flexibilité, qui a pas de difficulté d'attention soutenue, bah, il faut peut-être se poser la question. Donc voilà des petits repères cliniques et on n'est pas obligé de faire forcément un test, hein. Ça peut s'interroger, dans le quotidien cette affaire. D'accord? Voilà pour les fonctions exécutives. Ensuite, au niveau des conditions sociales. Au niveau des conditions sociales, si je vous montre, ce visage, est-ce que vous arrivez à décoder ce regard, pardon? Ça fait partie des tests de Baron-Cohen. Vous avez vu que c'est pas simple, hein? C'est pas simple du tout. Vous avez un peu trouvé? Alors? On va dire, bah, le cerveau, il y a une neurotropie. Quel mot ils choisissent par rapport aux neurones. Bah, tout le monde se plante généralement avec celui-là. Vous inquiétez pas. Ça, tu intéressé? Mais c'est quand même pas facile, hein. C'est pas simple, hein. Neurotypique ou pas, c'est pas simple du tout. Bon, mais c'est ça, c'était juste pour vous illustrer, c'est quoi la théorie de l'esprit? C'est cette question-là et si on regarde toujours, mes petits, schémas, la théorie de l'esprit, on sait qu'elle est quand même très impactée, dans le TSA. Là, je vous ai mis une petite photo d'un prof de maths qui rend la copie à notre petit aspi et qui lui dit: «Encore une très bonne copie» et sur la copie, il y a un gros zéro en rouge. En France, on aime bien les profs aiment bien faire des corriger avec le rouge pour faire bien faire peur. J'ai est-ce qu'il y a des enseignants dans la salle? J'ai oublié de demander. D'accord. Moi, je vais être, là, je vais essayer d'être gentil. Donc, le prof de maths qui fait du 28e degré, qui dit: «Encore une très bonne copie». Il y a écrit, «Encore une très, très bonne copie» avec ce ton et puis le TSA dit: «Ah mais je comprends pas, vous m'avez dit que c'était une très bonne copie et puis vous avez mis 0. En plus, il est insolent, il est insupportable, il est arrogant, voire pervers». Bon bref, et donc, on sait que c'est problématique, cette théorie d'esprit, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à inférer un état mental, des pensées, des émotions différentes des siennes. Mais les TDAH, c'est pas les meilleurs dans ce domaine non plus, d'accord? Et parfois, ils ont du mal à se mettre, ils se mettre à la place des autres, mais encore une fois et à identifier les émotions, mais encore une fois, c'est pas par les mêmes mécanismes. Alors là, je fais de la pub pour le labo. On a fait une pub il y a quelques années où on a testé la reconnaissance des émotions en utilisant le contexte. On sait qu'au niveau du trai les sujets plutôt neurotypiques, parce qu'après un jour, peut-être qu'on définit ce que c'est. On sait que les neurotypiques utilisent, pour reconnaître un visage, ne regardent même pas le visage, mais utilisent juste le contexte ou la posture, les gestes et hop, c'est parti. D'accord? Quelqu'un qui bah, lui, on n'a pas besoin de regarder son visage pour imaginer son émotion et donc on avait démontré dans ce papier, puis c'est bien sûr corroboré par la littérature, que les TSA avaient du mal à utiliser le contexte pour reconnaître les émotions. Mais chose intéressante, ils arrivaient à utiliser le contexte pour reconnaître les objets. C'était la condition, associée. Donc c'était vraiment quelque chose qui est propre aux émotions et pas donc l'utilisation du contexte, elle est possible, mais pour les émotions, beaucoup plus compliqué dans le domaine des TSA. Et on a fait la même manip pour les TDAH et c'est un papier qui est quand même très, très souvent cité, donc je suis content de ça, qui montre aussi que les TDAH ont du mal à utiliser les contextes pour reconnaître les émotions. D'accord? Mais encore une fois, c'est pas les mêmes mécanismes dans le sens où le TDAH, il a du mal à reconnaître les émotions, mais parce qu'il a pas le temps. Un TDAH, il court après son petit chimpanzé dans sa tête, qui saute de branche en branche et qui n'arrive pas à rester posé sur sa branche. C'est ça un TDAH. J'ai l'impression que l'attention part, il faut la rattraper tout le temps, en fait. Et donc quand on a ce fonctionnement de penser en flipper,
On n'a pas le temps de se poser sur un visage pour reconnaître les émotions. Donc si, encore une fois, on s'arrête juste à la performance, on ne peut pas faire la différence. Si on s'intéresse aux mécanismes sous-jacents, on voit bien que c'est des stratégies et des modes de pensée différents. Un papier qui fait un petit peu l'état des lieux sur cette question, on peut résumer ça de la manière suivante, c'est chez les TSA, on retrouve bien sûr, vous le savez, des faibles cognitions sociales, mais avec des comportements atypiques au niveau des intonations, de la routine, des gestes, au niveau de la compréhension des codes sociaux, vous le savez très très bien, avec une incompréhension des relations sociales ou un manque d'intérêt, mais manque d'intérêt, j'y crois pas trop. Moi, le manque d'intérêt, avec l'expertise que j'ai, c'est surtout par défaut, le manque d'intérêt. C'est parce que quand on est en difficulté dans un domaine, généralement, on s'y intéresse moins, c'est classique. D'accord. Et des difficultés à identifier les émotions, mais par méconnaissance des codes, par un traitement de l'information différent. Pour le TDAH, la différence, c'est que les cognitions sociales sont présentes, mais elles sont mal appliquées. Ouais, et le papier reprend l'idée que c'est un problème de régulation sociale en temps réel, en fait. Ils ont les capacités, mais ils les utilisent pas au bon moment. Comme on le dit d'ailleurs pour le TDAH, TDAH, c'est pas un trouble attentionnel, c'est un problème de régulation de l'attention au bon moment et au bon endroit. D'accord? Donc le TDAH a les cognitions, mais il les utilise mal, pas au bon moment et pas de manière toujours adaptée, et la mauvaise la reconnaissance globalement des émotions est bien meilleure, mais aussi elle peut être très, très maladroite du fait de ces difficultés attentionnelles importantes. OK? Vous allez bien? Autre papier sur cette question-là, on retrouve globalement et de manière très macro que le déficit de reconnaissance des émotions, les TSA, il est quand même beaucoup plus important que le TDAH. Et quand on regarde les mécanismes sous-jacents au niveau neurophysio, on retrouve des traitements et quand on fait des potentiels évoqués, on ne retrouve pas du tout la même manière de traiter l'information. La 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 N170 qui est vraiment en reconnaissance des visages, elle est pas du tout elle a pas du tout le même profil que chez le TDAH. Donc sur le plan neurophysiologique, on peut voir aussi des différences. OK? Donc c'est pas du tout le même traitement de l'information quand on regarde de près comment le cerveau fonctionne face à un visage. Ça va pour vous? C'est bon? Donc oui, je vais m'arrêter puis on fera, un temps de questions là-dessus. Maintenant, une autre manière, donc je reviens sur si on récapitule, fonction exécutive de manière très macro, inhibition, flexibilité, c'est peut-être ça qui permet de dissocier les autres. C'est quand même un peu plus flou, mais sur attention soutenue, chez le TDAH. Au niveau de la cognition sociale, de manière au niveau performance, pas de différence, mais si on regarde les mécanismes, on retrouve toujours les difficultés liées à l'attention et pas du tout, de la même manière que ce qu'on voit chez les TSA qui ont du mal à traiter l'information, à décoder le visage de manière fonctionnelle. Et ce troisième temps-là, il est important et moi, j'utilise beaucoup ça avec les parents. Je leur demande clairement: «Mais comment votre enfant, vous avez l'impression qu'il traite les informations?» et et là, je vous montre, cette photo spontanément, vous allez voir sans réfléchir, bien sûr, vous voyez quoi? Bah, pas tout le monde. Pas tout le monde. Voilà, qui vous a appris? Quelle est l'enseignante qui vous a appris? Non, je vais l'arrêter avec les enseignantes. Qui vous a appris que quand vous voyez, tous ces éléments sur une photo, il faut traiter ça de manière globale et en faire un visage? Bah, en fait, on est pré-câblé pour cette manière de traiter les informations et on sait que chez les PSA, c'est pas le traitement préférentiel. D'accord? Ça, c'est quand même très, très, très caractéristique. Très, très caractéristique. Et pourquoi ne pas d'abord regarder le papillon? C'est pas c'est pas un déficit, c'est une manière de traiter l'information différente. Et donc on sait que chez les TSA, je ne connais pas un TSA et je ne sais pas combien j'en ai vu depuis le début de ma carrière, qui n'a pas un rapport au détail singulier. Je ne connais pas un TSA qui, heu, quand même globalement, et vous le dis très moi traiter les informations de manière globale, c'est très, très compliqué. Synthétiser, c'est très, très compliqué.
Aller à l'essentiel, c'est très compliqué. Moi, pour moi, toutes les informations sont importantes. OK? Donc il y a un traitement et c'est ce qu'on appelle ce mécanisme-là, ça s'appelle la cohérence centrale, c'est cette capacité à traiter toutes les informations et à en faire un tout, à en faire une synthèse. Les neurotypiques font ça de manière très spontanée, très, très rapide. Ça fait gagner beaucoup de temps, en fait. Le TSA, on sait qu'il va prendre toutes les informations et on peut le voir dans leur discours. Toutes les informations sont importantes et ils ont du mal à aller vite à l'essentiel. On leur dit: «Mais dépêche-toi». En plus, si vous êtes TDAH, c'est un petit peu difficile. Donc ce rapport au détail très, très, très caractéristique. Mais, Lucie l'a dit tout à l'heure, il y a des petits TDAH qui ont quand même un rapport pas au détail, mais qui peuvent avoir leur rythme très strict. Mais en fait, c'est des stratégies de compensation parce qu'ils ont dit: «Bon allez, les gars, j'ai compris, il faut que je m'organise» et donc ils mettent en place plein de petites stratégies. Ils peuvent paraître très obsessionnels, très rigoureux, mais au fond, c'est que de la compensation par rapport à leurs difficultés attentionnelles. D'où leur difficulté, parfois de ouais, vous voyez la différence, c'est pas du tout, du tout, du tout la même. OK? Donc voilà pour la cohérence centrale. Fonction exécutive, cognition sociale, cohérence centrale. OK? Donc là, si quand on traverse ces différents domaines, on commence à avoir quand même pas mal d'éléments pour dissocier, les deux troubles, même si les symptômes se ressemblent. OK? Autre élément très important et là, on a beaucoup travaillé aussi. Ah mince, il y a plein de trucs qui ont sauté. Bon, hem, je vous ai fait du Pac-Man. Bon, tout le monde n'a pas la ref. Ouais, c'est normal. Je suis un 68, bon, là, il y a plein de 2000. Donc jusqu'à présent, quand on pensait sensorialité, on faisait un raccourci rapide vers le TSA. Et quand on regarde la littérature, c'est pour ça, faites attention, ne regardez pas trop la littérature, les choses se complexifient et les gens à la littérature pour dissocier TSA et TDAH. Bon, les papis disent tous que les TSA et TDAH ont plus de problèmes sensoriels que les neurotypiques. Merci. On avait quand même besoin de faire une étude. Mais si on regarde, là, c'est les profils, c'est les sensoriprofils. Là, si on regarde la littérature, des revues de littérature, bah, on regarde, en fait, c'est pas si évident que ça. Mais globalement, ce qu'on retrouve, c'est quand même beaucoup plus en bleu, c'est les TSA, beaucoup plus d'évitement, une sensibilité supérieure, chez le TSA par rapport au TDAH. Vous voyez qu'il y a des études, il y a pas de différence, hein. D'accord? Tout ce qui est, recherche de sensations, de manière assez surprenante, on retrouve, plus des difficultés chez les TDAH. C'est un peu contre-intuitif, d'accord? Et mais de manière globale, mais je vais y revenir, plus d'évitement, une sensibilité quand même plus élevée chez les TSA, même si elle existe chez les TDAH et on va le voir. Après, si on regarde les différents modes sensoriels, là, je suis désolé pour le bug. Quand il y a pas d'orange, c'est que c'est TDAH et puis il y avait les contrôles aussi, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Donc on retrouve aussi, vous voyez que les études vont pas toutes dans le même sens, hein. Plus on lit d'études, plus ça se complexifie. OK. Et on retrouve quand même globalement, pour, vous résumer ici, le TSA, on retrouve beaucoup plus une hypersensibilité, un évitement beaucoup plus important, alors que chez le TDAH, on va retrouver une recherche sensorielle plus importante et une instabilité, par exemple, au niveau visuel, c'est différent, c'est difficile. Une sensibilité visuelle très particulière aussi chez les TDAH. Ça aussi, on n'arrive pas, si on ne s'intéresse pas, si on ne recherche pas, si on ne le demande pas d'ailleurs en consultation, on ne risque pas de le trouver et chez le TSA, on retrouve une sensibilité quand même beaucoup plus prégnante au niveau auditif, au niveau tactile et au niveau oral. OK? Donc voilà, donc la sensorialité, c'est pas tognomonique du TSA, mais ça partage beaucoup, ça se retrouve aussi dans le TDAH. Autre c'est bon? Alors autre pour simplifier les choses, si on s'intéresse aux comorbidités, parce qu'on est content, on a quand même là, je suis content, je vous ai donné des éléments pour vraiment bien dissocier TDAH et TSA. OK? C'est super, maintenant c'est clair.
Mais vous savez que dans la littérature, 89 des TDAH ont au moins une comorbidité associée. C'est-à-dire qu'un TDAH seul, ça n'existe pas. Donc attention à nos biais de confirmation en tant que clinicien. Quand on est super spécialiste du TDAH, on a un biais de confirmation énorme. On va, en entretien, ne relever que les informations qui confortent votre avis et qui veut dire: «Ah oui, mais j'ai raison, j'ai trouvé ça». Mais si vous ne faites pas l'effort d'aller rechercher les autres symptômes qui peuvent infirmer votre impression, bah, vous avez un biais de confirmation et vous confirmez votre impression sans aller, discuter et poser un autre diagnostic possible. D'accord? On a tous ce biais de confirmation, mais en tant que professionnel, il faut ça, il faut le prévenir. Et sur le plan somatique, si on s'intéresse aussi sur le plan des comorbidités, n'oubliez pas que c'est la règle, la comorbidité. C'est pour ça que les pédopsychiatres sont utiles, hein, et les psychiatres. C'est-à-dire que, dans le TDAH, presque 90 de 10 associés. Et donc c'est pour ça qu'on comprend pas bien pourquoi les CERTA travaillent dans leur coin, les CRA travaillent dans le leur et les TDAH, de l'autre. Il va falloir peut-être travailler ensemble, d'accord? Non, non, c'est après, c'est à la fin, pardon. Heu, les troubles du comportement, c'est aussi la règle. Les addictions, on en parlait tout à l'heure, c'est plus que la règle. Plus on vieillit en tant que TDAH, plus on a un risque d'addiction. Bah, quand on a compris que c'était un problème d'inhibition, d'impulsivité, on comprend cette problématique de l'addiction. C'est pour ça qu'il y a des addictologues qui s'y intéressent. Le TSA, on va le voir tout à l'heure, c'est aussi très fréquent. Et plus on vieillit, plus on retrouve des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des addictions. C'est aussi la règle. D'accord? Donc donc il faut développer et faire monter en compétence toutes les personnes pour, éviter l'accumulation. Parce que quand vous avez un adulte qui a un trouble dépressif, un trouble anxieux, des addictions, on ne pense pas forcément à aller chercher le TND sous-jacent qui est juste en amont de tout ça, d'accord? Et on peut s'arrêter juste au traitement, antidépresseur pour un trouble dépressif caractérisé qui existe, mais qui est loin d'être seul quand on refait toute l'anamnèse et toute l'histoire. De la même manière, chez les TSA, on retrouve aussi, bon, la dyspraxie, c'est la règle, hein. C'est la règle pour tous, ça les réunit là. S'il y a un truc qui est clair pour réunir TSA et TDAH, c'est la question de la praxie. Et on retrouve aussi des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles du comportement. Et puis, autre règle, c'est les troubles somatiques associés. C'est peut-être des troubles de système, en fait, tout ça. TDAH, on retrouve beaucoup plus d'atopie, on retrouve plus d'énurésie, on retrouve beaucoup plus de troubles du sommeil. Là, il y a un papier très intéressant qui essaie de dissocier les troubles du sommeil, TDAH versus TSA. Ben, en fait, on retrouve des profils communs. Je ne sais pas, en fait, si je vais vous éclaircir, en fait. On retrouve des endormissements plus longs, plus de réveils nocturnes et une qualité de sommeil plus basse qui est partagée par les 2 troubles. D'accord? En revanche, il y a des choses qui sont un peu plus spécifiques. Le TSA aurait plus de problèmes de sommeil léger et avec, en étant moins réparateur et beaucoup plus de mouvements périodiques des membres chez le TDAH. Ça, on le sait aussi. Oui, c'est subtil quand même comme différence, hein. Un autre papier qui sur la cohorte ABIS qui me paraît aussi intéressant, chez les TDAH, on retrouve plus de douleurs somatiques, on retrouve plus de consommation de tabac, d'alcool, de cannabis, donc un niveau de risque bien plus élevé que par rapport au TSA. Plus d'événements de vie difficiles et chez les TSA, on retrouve des maladies, sévères, plus de problèmes de surpoids, d'obésité. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'activité physique. Le TDAH, il est dans l'activité physique H24. C'est un sportif en herbe et moins de comportements à risque, donc peut-être un peu moins d'addiction que chez le TDAH. Donc tout ça, ça reste des subtilités, c'est assez subtil, hein, mais on voit là encore, et nous psy, quand je disais qu'il fallait travailler avec, les gens qui font des 10, les gens qui font des TSA, TDAH, il faut aussi travailler avec les nosomaticiens parce que sinon on passe à côté et on sait que les, l'espérance de vie chez TND, elle est quand même liée plus aux problèmes, comorbides somatiques qu'aux problèmes, psy en foie. D'accord? Donc très, très important cette histoire de comorbidité somatique. Attention à ne pas passer à côté. Sachant quand on connaît par exemple chez les TSA leur rapport au corps et leurs difficultés pour se faire examiner et cetera.
Et quand on connaît les difficultés qu'un médecin peut avoir à examiner un patient TSA s'il ne connaît pas la problématique. Donc là aussi, il y a à former. Un joli papier pour finir sur ces histoires de comorbidité, c'est les histoires de blessures. Chez le TDAH, on retrouve plus de blessures, toutes catégories confondues. En fait, il y a un joli papier qui montre 30% des enfants en pédiatrie traumato, c'est des TDAH. Donc, il faut former aussi les pédiatres aux urgences. Et les TSA, on retrouve plus de blessures par inhalation, d'ingestion, plus, voilà, plus d'accidents de ce type et moins de blessures orthopédiques parce qu'ils prennent moins de risques que les TDAH, avec moins d'activité physique risquée, comme je viens de le dire. Donc des papiers quand même très intéressants qui s'intéressent à ces questions-là. Et là, c'est un peu ça, une étude sur 320 000 sujets. Vous voyez le genre d'étude qu'on ne fait pas en 2 jours, hein. OK? Donc voilà un peu, comment, dans la littérature, on peut faire la différence. Donc c'est très important ça de ne pas s'arrêter juste aux symptômes et de bondir sur le TDAH associé parce qu'il a un problème attentionnel ou, TSA associé parce qu'il a juste des interactions sociales. Donc si on regarde un petit peu les mécanismes de jeu en termes de fonction exécutive, en termes de cognition sociale, en termes de traitement de l'information, en termes de comorbidité, on commence à avoir des éléments vraiment pour dissocier, les 2 troubles, bien évidemment. Alors, regardons un petit peu aussi sur le plan éthiopathogénique, les similitudes et les différences. Donc, je ne vous ai pas tout mis parce qu'il y a pas mal de choses, mais vous savez que c'est 2 troubles du neurodéveloppement. Bon, troubles du neurodéveloppement pour le TDAH, c'est nouveau, hein, ça date depuis c'est 10 ans, hein, c'est 2013, c'est le DSM-5. Avant, c'était un trouble du comportement perturbateur. Ça a d'ailleurs participé bien aux stéréotypes sur la question du TDAH, de mauvaise éducation. Et depuis 2013, ça fait partie des troubles du neurodéveloppement. Bon, on est quand même d'accord pour dire que c'est tous des troubles du neurodéveloppement avec des facteurs génétiques. Alors, je ne vous ai pas mis les diapos que j'ai sur les facteurs génétiques, parce qu'il y a des facteurs génétiques qui sont communs et des facteurs génétiques qui sont dissociés, qui sont spécifiques à chacun des troubles. Ah, c'est pour ça que c'est aussi compliqué. Il y a des choses communes et des choses bien distinctes. Et il y a un joli papier je crois que c'est de Taurine, qui a repris un peu les facteurs environnementaux. Il retrouve aussi des facteurs environnementaux communs et des facteurs environnementaux aussi distincts pour le TSA et le TDAH. Mais tout ça, ça va impacter le neurodéveloppement. Et si on regarde sur le plan neurodéveloppemental, là, c'est un beau papier qui fait la revue des méta-analyses, carrément. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les régions, mais ce qu'on retient, c'est quand même deux choses bien distinctes, TSA et TDAH. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve au niveau structural, au niveau de la structure du cerveau, on retrouve une réduction caractéristique du TDAH au niveau du cortex orbitofrontal ventromédial. Ça, c'est très spécifique du TDAH. Et à l'inverse, au niveau structural, on retrouve une augmentation au niveau temporal et au niveau frontal, c'est les zones bleues à gauche, là, chez le TSA. Donc, vous voyez, des différences quand même très significatives. Et là, c'est des méta-analyses qui sont comparées. Et au niveau fonctionnel, on retrouve aussi des choses il y a très peu de choses communes au niveau fonctionnel. Vous voyez à quel point les symptômes peuvent être communs et encore une fois, les mécanismes sous-jacents sont bien distincts. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve chez le TSA une réduction du gyrus singulaire antérieur, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions, au niveau thalamique et au niveau de l'amygdale. Ça, c'est beaucoup plus spécifique du TSA. Il y a juste une région qui est commune aux 2, c'est au niveau de l'insula. C'est cette région ici, à gauche. Donc à la fois au niveau structurel et au niveau fonctionnel, il y a quand même des différences très, très significatives. OK? Ceux qui ne sont pas très branchés TSA, s'il y a un truc à retenir au niveau fonctionnel, c'est cette photo-là. Ça, c'est le cerveau social qui vous permet d'interagir. C'est ce qui est responsable de vos cognitions sociales. C'est toutes les régions du cerveau que vous utilisez pour interagir avec les gens. La détection du regard au niveau STS, la gestion des émotions au niveau amygdale, la perception des indices visuels au niveau V1, V2. Tout ça, c'est le réseau qu'on utilise au niveau de la cognition sociale. Et ce qui est bien étayé la littérature, et ça matche bien avec ce que je vous ai raconté sur la cohérence centrale, sur le traitement de l'information globale versus détail, c'est que chez le TSA, on a une hyperconnectivité au niveau des zones de traitement de l'information
des indices, des indices visuels et auditifs. C'est-à-dire que cette région-là, par exemple V1, V2, les TSA ont une hyperconnectivité dans cette région, d'où leur expertise au niveau et leur sensorialité. D'accord? Moi, j'ai servi de sujet contrôle au Canada sur des tâches de détection des différentes nuances de blanc. J'ai rien vu du tout. Ben, mes copains TSA à côté, ils voyaient toutes les différences. D'accord? Je sais pas si j'étais un bon sujet contrôle. Et ce qu'on retrouve là, c'est que finalement, il y a cette hyperconnectivité au niveau des régions de traitement de l'information de bas niveau et par contre une hypoconnexion, une hypoconnectivité de longue distance entre toutes les régions pour pour traiter les informations de manière globale. Donc ça matche parfaitement avec cette histoire de cohérence centrale. Donc je répète, une hyperconnectivité au niveau local, au niveau sensoriel notamment, et une hypoconnectivité entre les différentes régions du cerveau, du réseau social, pour traiter les informations ensemble. Donc pour reconnaître un visage, il faut reconnaître à la fois la posture, à la fois, les indices visuels, à la fois le contexte et tout ça, c'est plus compliqué, ça demande plus de temps. C'est tout à fait ils sont capables de le faire, mais c'est quand même moins fonctionnel. Donc ça, c'est très, très spécifique du TSA. Et si on regarde, j'ai pas trouvé de photo, si on regarde la même chose pour les TDAH. Les TDAH, il y a pas du tout cette histoire de longue distance, mais par contre, il y a des, des problèmes de connectivité, surtout au niveau fronto-striatal et au niveau du réseau de mode par défaut. D'accord? Ça, c'est intéressant. Le mode par défaut, c'est quand vous ne faites pas une tâche cognitive, vous avez votre vagabondage, mental, vous pensez à plein de choses, vous vagabondez. Voilà. Vous avez cette attention flottante. D'accord? Ça, c'est le réseau mode par défaut, donc le cerveau n'est jamais au repos et on sait que chez les TSA, il y a un problème de connectivité dans ce réseau-là. OK? Et on sait que le TDAH, pardon. Et dans le TDAH, on sait qu'une des difficultés du TDAH qui explique leur difficulté attentionnelle, c'est la difficulté à se sortir de ce réseau de mode par défaut et de faire focus sur la tâche quand c'est nécessaire. L'enfant ou l'ado n'arrive pas à se sortir de ce réseau par mode par défaut et reste dans cette pensée flottante, et cetera, très simple. OK? Donc là aussi, si on va plus loin, on voit bien des différences, hein. On voit bien des différences au niveau exécutif, au niveau sensoriel, au niveau physiologique, au niveau structural, au niveau des connectivités. Donc là, c'est très, très clair que c'est 2 choses bien, bien distinctes. Et mmh, je vais finir, je suis pas mal dans les temps, là. Ah Hugo, c'est toi qui me modères, lui, là. Autre chose, que je voulais partager avec vous et qui m'intéresse beaucoup et qui nous permet aussi de faire la différence, c'est la question du système nerveux autonome. Alors, moi, j'ai une culture très, TCCiste, donc très cognitif, la pensée, les pensées dysfonctionnelles et cetera. Mais en psy, on en passe à côté d'un truc, c'est tout ce qui est physiologique. On n'aime pas trop ça, on n'aime pas trop on est phobique, un peu phobique de la génétique et de la physiologie. Or, il y a pas mal de travaux qui nous permettent aussi, qui sont très, 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 très importants. C'est la question du système nerveux autonome. C'est quoi le système nerveux autonome? Vous connaissez, vous avez entendu parler. Vous connaissez très bien, c'est ce qu'on appelle la neuroception. On l'a tous ici, là, vous êtes tous là, vous avez l'air tranquille, attentif, vous êtes, plutôt apaisé. D'accord? Vous êtes dans votre espace vous êtes en sécurité, vous êtes tranquille. Donc vous êtes quand même disponible pour écouter ce que je vous raconte et faire des apprentissages. Et puis même pour faire des rencontres pendant les pauses. D'accord? Vous êtes disponible pour interagir. Mais si j'active un danger là, si j'active, un bruit énorme et cetera, vous allez activer votre système nerveux autonome, votre système sympathique et voilà que votre cœur va s'emballer, votre tension artérielle qui va tout ça pour fuir, c'est-à-dire le mode fight ou flight. OK? Donc ça, c'est le système sympathique et ensuite vous avez le système vagal pour retrouver la sécurité et la tranquillité. Alors et ce qui est terrible pour nous les psys, c'est que 80 de ce qu'on fait est déterminé par l'état de notre système nerveux autonome. Donc notre pensée, sur laquelle on travaille tout le temps en psychothérapie, la cognition, c'est 20 de nos comportements quotidiens. D'accord? Et ce système nerveux autonome, en fait, quand on regarde les TSA et les TDAH, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, ordinaire, en fait. Et chez le TSA, on sait que
c'est des personnes, de par leur traitement de l'information, on sait qu'elles ont, hem, c'est des personnes qui n'arrivent pas à se mettre en repos parce qu'il y a trop de choses à traiter, de par la sensorialité, de par les choses vécues. Donc c'est des gens qui sont toujours très activés ou alors voire et j'en ai pas parlé, il y a un 3e système. En fait, il y a 7 F dans le système nerveux autonome, mais vous retenez fight ou flight et puis il y a le freezing, la sidération, la dissociation quand le danger est extrême. D'accord? Et en fait, les TSA ont du mal et la littérature est assez claire là-dessus, ont du mal à retrouver cet espace de repos, de tranquillité, de sécurité et sont toujours entre soit l'activation sympathique, soit la sidération du système vagal dorsal, en fait. Je vais pas aller plus loin. Mais en fait, c'est un problème de flexibilité au niveau de ce système nerveux autonome. Donc, c'est soit je suis activé en hypervigilance, soit je me replie sur moi parce que c'est trop pour moi. D'accord? Donc ça, c'est quand même intéressant à connaître. Parce qu'en thérapie, ça change les choses. Et le TDAH, à l'inverse, lui, et c'est assez contre-intuitif, et dans la littérature, je suis en train de faire une thèse à une de mes internes sur cette question-là. En fait, il y a une hypoactivation du sympathique. Ben ça va avec l'histoire du réseau de mode par défaut. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc, «Ah, je suis teuteur, je suis pas là». En fait, il y a un défaut d'activation du sympathique et comment la personne TDAH fait pour activer ce sympathique qui est hypoactivé? Eh bien, elle bouge, en fait. Donc l'histoire de l'hyperactivité motrice, c'est des stratégies adaptatives pour retrouver un niveau d'attention suffisant pour faire la tâche. Donc quand on dit à un TDAH: «Arrête de bouger pour te concentrer», en fait, il faut. Donc il faut dire à Étienne Pau qu'il faut ouvrir les salles, faire des classes dans la nature pour tout le monde. D'accord? Donc oui, et ça, je trouve que c'est une manière de dissocier les choses de manière aussi très, très fine et très, très juste. Et on retrouve donc cette hypoactivation des sympathiques d'un côté et cette hyperarousal, hein, cette hyperactivation chez le TSA qui permettent de dissocier les et on a des mesures qui ne trompent pas. Il suffit de mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque. Il suffit de mesurer l'arythmie sinusale respiratoire pour avoir ces éléments au niveau de la fonction, du nerf vague. D'accord? Donc vous voyez que là, c'est 2 choses super, super différentes aussi. Et c'est aussi très important de s'intéresser à cette question parce que vous, en tant que thérapeute, quand 2 personnes se rencontrent, c'est aussi 2 systèmes nerveux autonomes qui se rencontrent. Donc quand vous avez quelqu'un qui est activé, un TSA, qui est en hypervigilance, il faut aussi s'interroger, nous, en tant que thérapeute, où est-ce qu'on est, d'où on part de notre système nerveux autonome. Est-ce qu'on est activé nous-mêmes? Et auquel cas, impossible de rassurer quelqu'un si on est soi-même activé. D'accord? Donc pour pouvoir rassurer quelqu'un, parce que finalement, ce qu'on raconte, tout le monde s'en moque. Ce qu'on dit, c'est quand même les systèmes nerveux autonomes, ça s'appelle la co-régulation. Hein, c'est le système nerveux autonome qui se parle. Et quand on est activé, je ne sais pas si vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu en tant que thérapeute. Les jours où je suis activé, je rassure personne. J'ai même vécu des situations où c'est le patient qui me rassurait. J'étais plus activé que lui. C'est quand même très désagréable, hein. «Ça va docteur?» «Oui, ça va à peu près». D'accord, mais ça m'est arrivé ça. D'accord? Donc l'idée, c'est vous, d'où vous partez de votre propre système nerveux autonome. Avant de rencontrer un patient, regardez où vous êtes. Si vous êtes en vagal ventral, en sécurité, disponible pour l'interaction sociale, ou si vous êtes vous-même en hypervigilance, activé en mode fight ou flight, on va vite la consultation et dans ce cas-là, vous êtes d'un bénéfice zéro pour le patient. D'accord? Donc c'est très intéressant aussi, en termes de co-régulation pour savoir où est-ce qu'on se situe nous-mêmes en tant que soignant. Donc et là, c'est quand même très, très et on le voit, les spécialistes de la co-régulation qui travaillent sur le système nerveux autonome, c'est les mamans. Quand on est avec un bébé, on se met dans l'espace calme de sécurité. Donc on va utiliser la voix douce, le mamané. Et le bébé, il comprend rien au mot que vous lui dites, hein. Il comprend rien. Mais juste c'est votre système nerveux autonome qui est contagieux et qui fait que ça le calme, en fait. Mais avec les patients, il faut qu'on ait exactement la même posture. D'accord? Donc toujours
aussi se poser la question, où est-ce que je suis moi pour pouvoir être disponible pour l'autre? Parce qu'il ne l'a pas lissade, mais c'est bien de le rappeler au travers de cette lecture du système nerveux autonome. Voilà, j'ai fini pour cette première partie. Je vous remercie. Enfin, des questions comme ça me ping. Ouais, on va faire ça, c'est passionnant. J'aurais vraiment plein de questions, mais je vais vous laisser la parole. Parler de sensibilité visuelle particulière dans le TDAH. Euh, Comment est-ce qu'on observe cliniquement comment ça se manifeste? En fait, c'est la distractibilité. La distractibilité de l'environnement, elle est liée à ça. Et au niveau auditif aussi. Cette distractibilité. C'est la difficulté on peut le trouver chez les TDAH, mais encore une fois, c'est parce qu'ils zappent, ils passent à autre chose, en fait. Il est toujours en train de n'oubliez pas l'histoire de la pensée en flipper. Il passe d'un truc à l'autre, il est jamais posé sur la situation. Même si, j'ai oublié de le dire, chez les TDAH, on retrouve un hyperfocus possible et c'est pas pour autant que ça élimine un TDAH. TDAH avec un sujet qui le passionne, il peut être hyper focus des heures et des heures et ne même plus avoir la notion du temps, être en mode flow et ensuite s'épuiser et ne pas écouter les indices qui disent bon maintenant il faudrait t'arrêter, fait que tu te reposes un peu. Donc c'est plus la variabilité de l'attention que le trouble de l'attention, parce que dès qu'ils peuvent faire de l'hyperfocusing, ils sont capables d'être attentifs, mais dans des situations bien singulières. Dans tout ce qui est routine, et cetera, c'est insupportable, insupportable. Ça l'est pour tout le monde, mais encore plus pour les Merci pour votre présentation. Je suis psychiatre d'adulte à Saint-Étienne. C'était pas le jeu de ton présentation, je voulais avoir des informations sur ton université. Oui, Comment aujourd'hui, l'université de Saint-Étienne. oui, j'en parle tout à l'heure. On en a eu. Ah, on parle de là. Oui, oui, il y a un enjeu au niveau universitaire, c'est le programme Atypique Family est fait pour ça. Et au départ, il s'appelait TSA Fonderie et je ne sais pas si Stéphanie est là, il a participé grandement. Heu et on l'a ouvert au TND. Bah, on n'a pas pris la mesure du tsunami, qui est arrivé parce que, TSA c'est 1 de la population et si on met tous les 10 et les TDAH, ça commence à faire beaucoup de monde. D'accord? C'est-à-dire que les tremper les services universitaires. Complètement, on fait que ça. Faire monter tout le monde en compétences. Ouais, complètement. L'idée d'Atypique Friendly, c'est pas de faire, une équipe hélicoptère qui arrive au chevet des personnes. Ça peut se faire en backup, mais l'idée, c'est de faire monter en compétences toutes les missions pas locales, les missions handicap des universités qui n'ont pas été formées, qui connaissent très peu, ce type de handicap invisible quand on a quand même pas trop envie de le voir, en fait et plus on les fait monter en compétences, mieux ça se passe et on évite beaucoup de quiproquos, de malentendus, des difficultés liées à là, mais là, je spoil déjà ce que je vais dire tout à l'heure, à l'inadéquation de l'environnement qui ne comprend pas le fonctionnement du sujet, qui est là, voilà, qui a ses particularités et c'est plus l'incompréhension qui pose problème que la personne elle-même qui a, ses particularités. C'est que l'enjeu de la Tipifone. Ah et c'est bien, hein, Tipifone, d'accord. Mmh. Bon après, il y a des gens qui ne veulent pas être formés. Merci beaucoup. J'ai été diagnostiqué TSA en novembre 2022 et TDAH à la demande en février 2024. J'ai, lors des derniers congrès Crépaco, rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'un IRM portable. J'ai vu que dans leur page, l'Université Aix-Marseille avait acheté 5 unités. Dans votre intervention, on parlait de neuroimagerie, un IRM fonctionnel portable. Puisque ça vous permet de définir une prévalence entre le PSA et le TDAH, c'est comment du TD. Je ne sais pas si j'ai compris la question. On a acheté une IRM portable? À l'entrée de la fac, c'est cool ça. À l'entrée de la fac, on fait une IRM fonctionnelle et comme ça, on arrive à faire le diagnostic différentiel. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Si on fait des IRM fonctionnels, mais on va pas vu les finances de notre pays, on va pas dans ce sens de faire des diagnostics des IRM fonctionnels pour faire des
les diagnostics différentiels ou comorbidité. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il faut dépasser encore les symptômes. Les symptômes, c'est trop macro. Donc, quand on regarde les mécanismes sous-jacents, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à une IRM fonctionnelle, ça coûte beaucoup d'argent. Déjà, une IRM fonctionnelle, on voit bien que c'est deux choses bien, bien distinctes. D'accord. Mais si, juste avec un interrogateur et la clinique, on arrive à faire la part des choses entre tout ce qui est visée exécutive, ce qui est cognition sociale, ce qui est sensorialité, ce qui est traitement de l'information. Bien sûr, bien sûr. Et ça, la clinique suffit largement. Bon, mais faut-il la connaître? Est-ce qu'il y a des sensibilisations qui sont faites auprès des enseignants maintenant? Non, non, pas du tout. Non, si, bien sûr, mais c'est jamais suffisant. Bah, moi, je fais ça depuis 30 ans, hein. On fait tout ça, psychiatre, psycho, neuropsycho, on passe notre temps à faire des sensibilisations. L'éducation nationale va dans le même sens. Complètement, complètement. On n'a jamais travaillé autant ensemble, hein. Il faut aussi, pointer les progrès et les bonnes volontés. Alors bien sûr, on va toujours trouver le cas particulier où ça se passe très mal et il y en a plein malheureusement et c'est beaucoup trop. Mais il y a beaucoup d'enseignants, j'ai vu le recteur, PACA il y a pas longtemps et on va faire une formation pour toutes les AESH. On va faire une formation, bah, pour tous les enseignants. En fait, il faut faire des sensibilisations très, très régulièrement. Au niveau de l'université, on fait pareil avec tout ce qui est mission handicap, avec tout ce qui est, on les avait oubliés, c'est les tuteurs. Ceux qui prennent les notes, les étudiants relais handicap, on passe notre temps, bien sûr, à les sensibiliser, il y a que ça. Et puis il faut sensibiliser la population en général. Et pour sensibiliser la population en général, il faut aussi sensibiliser les journalistes, qui ne nous aident pas aussi. En termes de stéréotypes, ils seront quand même, caricaturaux. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites à l'heure actuelle entre la théorie polyvagale, le TSA et le TDAH? Vous m'avez pas écouté, parce que j'ai parlé que de ça là, pour finir. Je vais recommencer. Bien sûr, bah, c'est les travaux dont je vous ai parlé. Bien sûr, c'est la théorie polyvagale en lien en montrant que le système physiologique au niveau développemental, il y a des particularités. Je répète, avec l'hyperarousal et la difficulté à être en vagal ventrale, pour ceux qui connaissent la théorie polyvagale, c'est-à-dire trouver cet espace de sécurité. C'est pour ça on dit que les TSA ne sont pas intéressés, mais ils ne sont pas disponibles sur le plan physiologique. Quand vous êtes en vigilance, et TSA ou pas, quand vous êtes en mode hypervigilance toute la journée, vous n'êtes pas disponible pour apprendre et pour communiquer avec les gens. C'est la théorie de l'attachement. Il faut être en sécurité, disponible, pour pouvoir interagir avec un bébé ou n'importe quel être humain. D'accord. Et on sait que ce système nerveux autonome, hein, c'est à la question de la flexibilité aussi entre ces différents états. On change d'état au niveau du système nerveux autonome bah, des centaines de fois par jour. Mais en fait, il y a de la flexibilité. C'est-à-dire, on est activé par une voiture qui manque de nous écraser. Rapidement, le système nous remet à l'équilibre et on retrouve la sécurité. Mais si vous n'arrivez pas à atteindre, s'il y a un problème de flexibilité, vous êtes toujours activé, vous n'arrivez jamais à trouver cet espace de sécurité pour pouvoir interagir. Ça, c'est très TSA. Et TDAH, ce qui est assez contre-intuitif, c'est pour ça que j'ai fait faire cette thèse, c'est qu'il y a un hypoarousal, une hypoactivation du système sympathique, d'où le besoin de bouger pour relever ce niveau de vigilance qui est insuffisant chez le TDAH. C'est assez contre-intuitif, mais c'est très intéressant sur le plan, au niveau de la compréhension. Et c'était intéressant aussi de l'expliquer en termes de rajouter ça pour la psychoéducation, pour que les gens aussi se déculpabilisent en disant: «Ah mais je devrais faire ci, je devrais pas faire ça», mais ton système, il est activé. C'est autonome, c'est automatique. Tu peux pas le contrôler. Quand, l'alarme incendie, elle est allumée dans votre espace, beh, il y a que le flight qui est possible. On n'a pas le temps de réfléchir. Et d'ailleurs, c'est très adaptatif parce que s'il fallait réfléchir chaque fois qu'il y a un danger, on ne serait pas là. D'accord? Donc c'est très bien fait, en fait et il faut pouvoir l'expliquer et ça permet de déculpabiliser pour les traumas. La théorie polyvagale est intéressante à ce niveau. Quand vous êtes sidéré, figé et sans vous voir pendant des années parce que j'ai été figé, sidéré, j'ai pas réagi, j'ai pas fait du fight ou du flight, j'ai fait du freezing, mais c'est ton système nerveux autonome. Tu n'es pas responsable de ça. D'accord? Donc ça, si vous l'expliquez, ça déculpabilise aussi beaucoup de gens qui vivent des traumas et les TDAH et les TSA, je l'ai pas dit, vous me faites penser, ils sont quand même plus sujets au trauma que la population,
ordinaire entre guillemets. Merci beaucoup pour vos questions. On va essayer de se tenir au timing et surtout de pouvoir respecter le temps de pause qui nous attendra tout à l'heure après la deuxième présentation de David.